il n'y a pas de chose de nouveau. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un maximum ou un minimum? Alors, comme toujours avec les fonctions, hein, alors déjà, il faut qu'on soit… Alors ici, bon, je l'ai défini sur une partie quelconque. Mais encore une fois, on sera très vite sur un ouvert, hein. Quoique pas toujours quand on va rechercher les extrémums. Mais enfin, tous les théorèmes qui vont arriver, ça sera sur un ouvert. Alors, un maximum local, bon, ben, vous voyez bien ce que c'est, hein, c'est que voilà, f de a est plus grand que tous ses voisins. Donc ici, on est au voisinage, hein, petit b, là, je vous rappelle, c'est la boule fermée, hein, de centre A et de rayon epsilon. Donc on est au voisinage du point A, et au voisinage du point A, c'est f de a qui est plus grand que tous les autres. Donc on a un max local. Alors pour les fonctions à deux variables, hein, un max local, ça représente un petit sommet, hein. Vous êtes au sommet d'une petite colline ou sur le sommet de la bosse d'un dromadaire, par exemple. Bon, minimum local, voilà. Et puis, donc un extrémum local, c'est soit un max, soit un min. Et puis, des fois, ces inégalités-là, elles sont vraies sur toute la partie en question. Et à ce moment-là, on parle d'extrémum global. Voilà. Point critique. Alors, un point critique, on verra pourquoi est-ce qu'on en parle après. Mais un point critique, c'est un point, c'est comme les points stationnaires, hein, dans les courbes paramétrées. Enfin, ça ressemble un peu, on pourrait l'associer à ça. Donc, c'est un point où les dérivées partielles sont nulles. Toutes les dérivées partielles sont nulles, c'est-à-dire que le gradient est nul. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un point critique. Bon, tout ça, c'est assez géométrique, voire physique même. Donc, un point qui n'est pas critique, on dit que c'est un point régulier. Un petit peu aussi comme avec les courbes paramétrées. Et donc, le théorème important, hein, le gros théorème de ce chapitre, c'est que si f, alors là, attention, je l'ai mis en gros, je l'ai mis en gras, parce que sinon, c'est complètement faux, mais c'est aussi vrai pour les fonctions à une seule variable. Si f présente un extrémum local en un point qui est à l'intérieur, hein, c'est pour ça que u doit être un ouvert, c'est-à-dire que a, il ne peut pas être une extrémité de u, enfin, sur la frontière. U, il n'a pas de frontière puisqu'il est ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le point A, il ne peut pas être sur la frontière de U. Il doit être vraiment à l'intérieur de U. Et donc, si on a un extrémum dans ce point-là, eh bien, le gradient, il doit être nul. C'est-à-dire A est forcément un point critique, le gradient, il doit être nul. Alors, la réciproque est fausse. Et donc ça, je vais vous l'expliquer un petit peu. Hop, donc on va arrêter le partage. On va mettre ça comme ça. Je ne sais pas si c'est plus grand. Donc, je vous rappelle que c'est la même chose que quand vous avez une fonction à une seule variable. Une seule variable, quand on est sur un intervalle, un segment AB, on a la dérivée en un extrémum sera nulle si x0 appartient à l'intérieur de AB. C'est-à-dire si on a un truc comme ça. Ici, pof, on a un minimum. Alors, ça peut être un minimum local d'ailleurs, hein, parce que votre fonction, elle peut encore faire ça ici. Donc, ça sera un minimum local. Mais peu importe, il faut qu'on soit à l'intérieur. Parce que vous savez très bien que si vous êtes à une extrémité, un truc comme ça, bah, si je prends une fonction affine ici, là j'ai un min, là j'ai un max, et en ces deux points-là, la dérivée n'est absolument pas nulle, parce que je suis à la frontière de mon intervalle. Et donc pour les fonctions à plusieurs variables, évidemment, c'est la même chose. Il faut qu'on soit à l'intérieur. Donc ça vous permettra, hein, ça va être important ce théorème-là, c'est-à-dire que quand on va vous demander de chercher les extrémas d'une fonction, le premier réflexe que vous devez faire, à avoir, c'est de calculer les dérivées partielles et de regarder en quel point les deux dérivées partielles s'annulent. À quel point le gradient s'annule. Je complète le passage. Quelques-uns sont rejoints. Voilà. Qu'est-ce que je disais là? Oui, alors le petit contre-exemple là, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un point où les deux dérivées partielles s'annulent pour une fonction
de deux variables sans pour autant que ce soit un extrémum. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour une fonction à une seule variable. Quoique si, pour une fonction à une seule variable, c'est le cas aussi. Hein, qu'est-ce que je raconte? Vous avez ça aussi pour une fonction à une seule variable. Hein, ce n'est pas une condition. La fonction x3, hein, elle fait ça. Donc en ce point-là, vous savez, d'ailleurs, vous allez voir qu'il va y avoir un lien avec cette fonction-là. Donc ça, c'est la fonction x cube. Hein. En 0, la dérivée est nulle. On a une tangente horizontale et pourtant, on n'a ni min ni max. Donc c'est pareil pour les fonctions à une seule variable. Et donc là, vous avez un autre exemple, évidemment une fonction de deux variables. Ici. Donc c'est la fonction très simple, f de xy égale x fois y. Donc si vous calculez les dérivées partielles, ça vaut y. Si vous calculez la dérivée partielle par rapport à y, ça vaut x. Donc vous voyez bien que le gradient est nul. Le gradient est nul, c'est les deux dérivées partielles sont nulles. Donc si et seulement si, x égale y égale à 0. Donc ça veut dire, alors là en plus vous avez une fonction qui est sympathique, hein, f de xy, c'est une fonction polynomiale en xy, donc c'est une fonction qui est classe C1 sur R2. R2 c'est un ouvert. Le plan tout entier, c'est un ouvert. Et donc le théorème, il vous dit que si vous avez un extrémum, forcément, ça doit être un point critique. Donc les dérivées partielles doivent être nulles. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a qu'un seul point critique. C'est le point 0, 0. Est-ce que c'est un extrémum? Eh ben, c'est facile à voir. Ça n'en est pas un. Alors pourquoi ça n'en est pas un? Bon, je vais effacer ça. Donc 0, 0, c'est le seul point critique de ma fonction f. Ça veut dire que c'est le seul candidat, j'ai envie de dire virtuel, candidat possible, au poste d'extrémum. Donc pour être un extrémum. Sauf que si vous regardez f de xx, ça vaut x carré. C'est positif. Bon, f de 0, 0, il vaut 0. Hein. Mais si vous regardez f de x moins x, ça vaut moins x carré, c'est négatif. Et donc, vous voyez bien que quand vous êtes en 0, 0, tout de suite, voici là. Donc, en 0, 0, vous êtes là, vous êtes au point 0, 0. Et donc, si vous vous baladez sur la droite y égale x, donc là, je pourrais presque faire quelque chose en dimension 3, ce serait plus joli, hein, mais le long de cette droite-là, votre fonction f de xx, elle vaut x carré. C'est-à-dire que, alors, il faudrait tracer ce qu'on appelle z égale f de xy, qui serait une surface, et le long de cette droite, on aurait une courbe qui serait la fameuse parabole, là, y égale x2. C'est-à-dire que votre fonction, elle monte ici, hop, en 0, 0, elle est à 0, 0, donc à altitude 0, et après elle remonte. Vous voyez comme le fond d'une cuvette, là, et vous baladez là-dessus. En revanche, si vous baladez sur la droite y égale moins x, ben vous aurez une autre parabole, mais qui sera dans l'autre sens, qui va creuser. Là, vous serez en sous-sol, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors je vais vous montrer de manière beaucoup plus imagée. Je vais faire un beau dessin, je suis spécialiste de ce dessin-là. C'est la selle de cheval. D'ailleurs, ça représente une selle de cheval. Voilà. Regardez comment elle est belle. Alors, votre point, c'est ce qu'on appelle un point col, ça. Vous êtes ici. Là, vous avez le point de coordonnées 0, 0. Et cette courbe-là, c'est la fameuse parabole y égale x2. Hein, quand j'ai fait ici f de xx égale x2, alors ça serait ça, enfin, j'aurais dû plutôt dire f de xx égale x2, ce serait plus correct. Donc voilà, vous êtes comme ça. Mais si vous regardez dans cette direction-là,
J'ai un petit peu de rouge qui traîne. Bon, non, j'en ai plus. Bon, on va prendre du bleu. Voilà. Et si vous regardez donc votre selle de cheval, vous pouvez aussi regarder comme ça, là. Et là, vous voyez bien que, hop, on descend. C'est-à-dire que ce point-là, il n'est ni maximum ni extrémum, parce que là, voilà, et là, on descend. Bon, c'est un point col. C'est ce qui se passe quand vous faites un peu de rando en montagne. Hein, dès que vous êtes sur un col, ce n'est pas le sommet d'une montagne. Hein, un col, c'est comme ça. Vous allez au col du Galibier ou col du Lautaret, enfin bref, tous les cols. C'est comme ça que ça marche. C'est un col, voilà. Bon, donc ici, mais ce point-là, en fait, il a quand même deux dérivées partielles qui sont nulles, mais pour autant, ce n'est pas un extrémum. Voilà, voilà. Bien. Alors, vous allez voir en pratique comment on fait ça, et puis trois exemples qui suivent. Je vais effacer mon petit truc. Alors, hop, j'ai oublié de faire ça. Donc là, on prend l'exercice 2.1. Donc là, une somme de deux termes positifs est nulle. Ben, si les deux sont nuls. Donc les deux sont nuls, ça vous donne tout de suite x égale à 0. Et du coup, x moins y doit être aussi égal à 0, donc y égale à 0. Voilà. Et puis ça marche, etc. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a un seul point critique qui est de nouveau, comme tout à l'heure, le point 0, 0. Alors, une fois qu'on a ça, on calcule f de 0, 0. On trouve 0, très facilement. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un maximum ou un minimum, ou est-ce que c'est rien du tout? Histoire de point colle, comme tout à l'heure. Enfin, ça, j'en sais rien si ce sera un point colle, il faudrait faire des dessins, mais là, j'en sais rien. Alors, il faudra aller plus loin. Donc pour ça, on regarde un peu ce qui se passe autour de ce point 0, 0. Donc on fait comme tout à l'heure, si je me place sur la droite, y égale x, donc si je fais f de xx avec x proche de 0, etc., que vaut ma fonction? Donc on va regarder. Hop. Attendez, je regarde si j'ai un petit calcul là. Donc ici, on va faire la même chose. Hein. Si je calcule f de xx, donc f de xx en me plaçant, hein, encore une fois, proche du point 0, 0. Donc là, je regarde ce qui se passe sur la droite, y égale x. Donc, vous voyez bien que vous allez être à un moment donné au voisinage de 0, 0. Et donc f de xx, ça vaut 2x cube. Puisque là, je fais x égale y. Donc j'obtiens 2x cube. Là, vous voyez tout de suite que 2x cube, il va pas être soit toujours positif, soit toujours négatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas être toujours au-dessus de ce point-là ou toujours en dessous. Ça va dépendre du signe de x. Donc ça, c'est positif si x est positif et négatif si x est négatif. Et du coup, ça prouve que 0, 0 n'est pas un extrémum. Voilà. Que f ne présente pas un extrémum en 0, 0. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, hein, de manière correcte. Parce que ce n'est pas 0, 0 l'extrémum. L'extrémum, c'est la valeur de f en ce point-là. Voilà. Donc ici, on n'avait qu'un seul point critique, mais ce n'est pas un extrémum. Et comme un extrémum, comme on est sur un ouvert, hein, et qu'un extrémum, il est donc sur un ouvert forcément un point critique, c'est une condition nécessaire. Ce n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Et ben donc là, la condition, elle ne suffit pas. Bien. Donc voilà, ça c'est pour le premier exemple. Un deuxième exemple, un petit peu différent. Donc là, on a une fonction f qui fait intervenir des sinus et des cosinus. Donc c'est une fonction f qui est clairement de classe C1. Alors on pourrait détailler, hein, on peut dire l'application qui a xy associe x plus y est de classe C1 parce qu'elle est polynomiale. La fonction qui a t associe sinus t est de classe C1. Donc par composé de fonction de classe C1, vous aurez que la fonction qui a xy associe sinus de x plus y est C1. Et tout ça, c'est C1 sur R2. Voilà, vous faites la même chose pour cosinus de x moins y, hein, je ne détaille pas. Ici, on se place sur 0pi
au carré. C'est-à-dire qu'on se place sur un carré de longueur pi et qui est un ouvert puisqu'on prend un intervalle ouvert. Donc ça, c'est clairement un ouvert. Donc comme c'est un ouvert, on va pouvoir chercher les extrémums en utilisant le gradient. Savoir quand est-ce que le gradient s'annule. Je vais continuer ici. Donc je veux faire quand même des dérivés partiels. Donc je calcule des ronds f sur des ronds x, etc. Donc je dérive ça par rapport à x. Donc ça me donne un cosinus de x plus y. Là, je dérive par rapport à x, donc la dérivée du cos, ça fait être un moins sin. Donc moins sinus de x moins y. Et puis là, quand vous dérivez ça par rapport à x, ça donne 1, ça aussi. Ensuite, on fait la même chose avec y. Donc je dérive ça par rapport à y, cosinus de x plus y. Et puis là, comme il y a un moins, donc il y a un moins 1 qui va sortir. Mais comme la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, donc ici, je vais voir un plus sinus. Voilà. Donc voilà mes deux dérivées partielles. Et je regarde quand est-ce que ces deux dérivées partielles s'annulent simultanément. Donc je cherche les points critiques. C'est ça. Plus grand chose. Donc point critique. Donc mon gradient s'annule si et seulement si j'ai ça qui est égal à 0. Donc si et seulement si, cosinus de x plus y, etc. J'écris comme un cochon. Bon, et là, vous voyez comment ça se passe, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que ça implique, ça? Bon, ça peut paraître très compliqué comme système. Hein. Vous voyez, encore une fois, c'est un système qui n'est absolument pas linéaire. Mais vous avez donc ces deux équations qui vaut 0. Ben, vous voyez très bien que si vous sommez ces deux équations, hein, vous faites 1 plus 2, là, vous en déduisez que 2 cosinus de x plus y doit être égal à 0. Et du coup, si le cosinus est nul, pardon, il faut aussi que le sinus soit nul. Donc, vous obtenez ça. Enfin, vous avez deux nombres hein, dont la somme est égale à 0 et la différence est égale à 0, c'est-à-dire deux nombres qui sont à la fois égaux et opposés. Donc, ils sont forcément tous les deux nuls. Voilà, le 2, je peux le virer. Bon, alors, quand est-ce qu'on a ces deux conditions? Quand est-ce que le sinus s'annule? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est sur 0 pi. Hein. Mais bon, ça, on s'en fiche. Le sinus, il s'annule quand x moins y égale à 0, ou x moins y égale pi, etc. Alors, x moins y égale pi, ce n'est pas possible parce que comme vous êtes sur l'intervalle 0 pi, hein, vous êtes là-dessus, vous ne pouvez pas trouver deux nombres. Donc ici, vous prenez n'importe quoi, x et y, la différence entre x et y, elle ne pourra jamais être plus grande que pi. Donc ça, cette condition-là, ça vous dit déjà que x doit être égal à y. Donc comme x doit être égal à y, j'en déduis que le cosinus de 2x doit être égal à 0. Sachant que mon x, il est entre 0 et pi, ça me donne 2x égale pi sur 2, donc x égale pi sur 4. Voilà. Donc ça, il faut quand même se débrouiller pour réussir à résoudre ce genre de petit système. Mais il n'y a pas de méthode là, hein, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc on obtient x égale y égale pi sur 4. Donc on a un seul point critique qui est pi sur 4, pi sur 4. Alors on va calculer la valeur de ce point critique. Donc vous reprenez l'expression de f. Ça vous fait sinus de pi sur 4 plus pi sur 4, donc sinus de pi sur 2, ça fait 1. Plus cosinus de 0, ça fait 1, donc ça vaut 2. Donc on s'aperçoit que la fonction f, en notre point critique, vaut 2. Mais si vous regardez l'expression de f, c'est une somme d'un sinus et d'un cosinus. Donc il est évident que quel que soit xy, f de xy est toujours plus petit que 2, qui vaut f de a. Bon, ben voilà. Donc là, vous avez un max global. Donc ici, on a trouvé que f présente en A un maximum local, global. Donc le fait que f était plus petit que 2, ça c'était évident. Hein.
le fait que 2 soit atteint, ça, c'était pas gagné. Mais en plus, on sait qu'elle est atteinte uniquement en ce point A de coordonnées pi sur 4, pi sur 4. Bon, tout ça, c'est dans le carré 0 pi. Hein, parce qu'évidemment, si on se place sur R2 tout entier, vous aurez du modulo de pi dans cette histoire. Voilà, donc vous voyez que cette fois, la recherche du point critique a été fructueuse, si je puis dire. En tous les cas, elle nous a donné un extrémum. Dernier exemple. Hop, hop, hop. Donc le dernier exemple, toujours pas de questions là. Hein. Donc là, vous avez une fonction un petit peu plus tordue. X2 sur 2 moins racine de 4 moins x2 cosinus de y. Alors, on se place sur un... Alors, je ne vais pas l'appeler U cette fois, je vais l'appeler D. Voilà, D. Égale moins 2, 2, croix, moins pi sur 2, pi sur 2. Bon, et ça, ce n'est pas du tout un ouvert. Ça, c'est plutôt un fermé. Hein. C'est le produit cartésien de deux segments. Donc ça, c'est un fermé et ce n'est pas un ouvert. Bon, mais ça ne fait rien. Il y a quand même, si vous enlevez la frontière, hein, vous avez un ouvert. C'est-à-dire que on peut associer à ce fermé, on peut associer l'ensemble U qui serait moins 2, point virgule 2, croix, moins pi sur 2, pi sur 2. Et ça, c'est un ouvert. Donc, vous pouvez déjà vous dire, est-ce que ma fonction, alors ma fonction, est-ce qu'elle est de classe C1? On va quand même la vérifier. Elle n'est pas tout à fait de classe C1, justement, à cause de la racine, là. Bon, ça, j'efface. Alors, donc ça, c'est polynomial, hein, x2 sur 2. Cosinus y, c'est le cosinus évalué en quelque chose de polynomial. Donc, cosinus est en C1. Donc, tout ça, ça vous donnera une fonction de classe C1 par rapport à xy, hein, même si ça dépend que de y ici. Pareil ici. Et la fonction racine, bah, vous savez que la fonction racine, elle n'est pas dérivable en 0. Donc, ça vaut 0 quand x2 vaut 4. Donc, quand x vaut moins 2 ou 2. Donc, cette fonction-là, elle n'admettra pas de dérivée partielle en 2 ou en moins 2, mais ailleurs, ça marche. Donc, on peut dire que f va être de classe C1 sur U, mais pas sur D, à cause de la racine. D'accord? Donc, vous pouvez dire ici, T donne racine de T non dérivable en 0. Voilà. Bien, mais ce n'est pas grave. Donc, comme elle est C1 sur U, on peut appliquer la fameuse condition nécessaire, c'est que si on a un extrémum sur U, il faut que ce soit un point critique. Donc, on va quand même chercher les points critiques. Et pour ça, on calcule d rond f sur d rond x et compagnie. Donc, d rond f sur d rond x, ça fait x. Je dérive cette racine-là. Donc, j'ai un moins avec le moins qui est là, donc ils vont se neutraliser. J'ai un 2x qui va apparaître en numérateur, mais divisé par 2 fois la racine de 4 moins x2. Et cosinus y, il est en facteur multiplicatif, donc lui, il ne bouge pas. Les deux ici, je peux les enlever. Voilà, donc ça, c'est mon d rond f sur d rond x. D rond f sur d rond y, c'est beaucoup plus sympathique. C'est racine de 4 moins x2 fois sinus de y. Voilà. Et là, on cherche les points critiques sur U. Hein, on cherche sur U et on ne cherche pas sur la frontière, parce qu'on s'en fout de la frontière. Voilà, on verra après ce qu'on en fait de la frontière. Mais là, pour l'instant, on est sur l'ouvert. Parce qu'on peut très bien avoir un extrémum sur la frontière, mais qui ne va pas être un point critique. Hein, c'est comme l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure avec le petit segment, là, avec une fonction d'une seule variable. Donc sur la frontière, ça ne sert à rien de chercher les points critiques. Si vous n'êtes pas sur un ouvert, le théorème, il ne sert à rien. Bien. Voilà, je fais ça. Donc, à quelles conditions est-ce que j'ai mon gradient qui est nul? Il faut que les deux soient nuls. Donc ici, ce truc-là, il ne s'annule pas hein, si je suis sur moins de 2 ouvert. Donc ça va s'annuler, d rond f sur d rond y, que si y est égal à 0. Hein. Donc il faut à tout prix avoir y égal à 0.
Et puis, du coup, quand j'ai y égale à 0, bah, ça vaut 1. Donc là, vous voyez que pour que ça s'annule, il faut aussi que x soit égal à 0. Vous mettez x en facteur, hein, il sera en facteur de 1 plus 1 sur la racine, qui ne va jamais s'annuler. Donc, vous obtenez un point critique qui est pile à l'intérieur de votre ouvert. Hein. On ne peut pas être plus à l'intérieur puisqu'il est en plein centre. Il est là, votre point critique. Donc ici, vous avez 2, là, vous avez moins 2, là, vous avez pi sur 2, moins pi sur 2. Donc, vous êtes dans ce rectangle-là. Et là, votre point critique, il est pile au milieu, donc on ne peut pas être plus à l'intérieur. Bon, maintenant, ce point critique, est-ce que c'est un max, un min ou rien du tout? J'en sais rien. Donc, j'ai déjà calculé la valeur de f de 0, 0. Donc, je remplace x par 0, donc ça fait 0. Et moins 4, moins 2, donc ça fait moins 2. Donc, je trouve moins 2. Alors là, je réfléchis un peu. Je me dis, bon, voilà, est-ce que c'est un min? Est-ce que c'est un max? Est-ce que je vais faire des... Des fois, on peut faire des petits développements limités. J'avais commencé par faire ça d'ailleurs dans cet exercice. On verra ça je pense que je donnerai un exercice sur la feuille où on fait ça. L'idée parfois, surtout quand vous êtes en 0, 0, mais vous pouvez être en n'importe quel point, hein, c'est pas grave, c'est de regarder ce qui se passe donc, au voisinage de 0, 0. Alors plutôt que de mettre des x et des y, j'aime même mettre des h et des k. Là. Souvent, j'aime bien ce genre de petites lettres. Et on calcule du coup f de ça. Alors on calcule, on remplace dans l'expression, hein, donc ça vous fait h carré sur 2, etc. Moins racine de 4 moins h2. Bon, ici, ça va ressembler exactement à la même chose. Hein. Et puis là, on fait des petits développements limités en disant, bah, mon h, il va être au voisinage de 0, mon k, il va être au voisinage de 0. Et donc, on peut faire des petits développements limités. Alors ici, si on veut faire un développement limité, il faudrait factoriser par 4. Donc, il y a un 2 qui va sortir. De 1 moins h carré sur 4. Et puis cosinus de k, voilà. Alors, j'espère que je ne raconte pas de bêtises. Et donc là, je fais un dl. Donc, si je fais un dl, j'ai h carré sur 2, moins 2, là, je fais mon dl, donc 1 moins h carré sur 8. Hein, ici, vous avez 1 moins h carré sur 4 à la puissance 1,5, plus un petit taux de h2. Voilà, les petits taux, après, pour maîtriser ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis que votre cosinus k, vous lui faites aussi un petit dl. Et puis, vous développez tout ça. Et quand vous développez tout ça, vous trouvez moins 2. Hein, moins 2 fois 1 fois 1. Donc là, ce moins 2, c'est celui que vous avez là, hein, c'est logique. Vous apercevez que vous n'avez pas de terme en H et en K. Pourquoi vous n'avez pas de terme en H et en K? Ben ça, c'est parce que le gradient est nul. Parce que quand vous faites le dl de ça, c'est la même formule du dl d'ordre 1. Vous vous rappelez le dl d'ordre 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le gradient en A, scalaire H. Alors ici, mon vecteur H, c'est justement HK, etc. Et comme le gradient est nul, ben, il n'y a pas de terme en H et en K. Donc ça, c'est logique. Vous n'aurez que des termes en h carré. Alors vous comptez combien il y a de h carré. Là, j'en ai un demi, là, j'en ai un quart. Donc un quart plus un demi, ça doit faire 3 quarts. Ici, j'ai du K2. K2 multiplié par 1, par moins 2. Donc ça doit faire plus K2. Voilà. Et après, j'ai des termes en... Je vais avoir des termes en H2 fois K2. Je vais avoir des petits taux de... Enfin, et tout ça, en gros, je me dis, bon, bah, tout ça, c'est un peu négligeable. C'est un petit taux de... En fait, c'est un petit taux du vecteur HK. Voilà. Et en faisant ça, vous apercevez que ça, c'est positif. Donc, ça veut dire que quand vous vous baladez autour de point 0, 0, on est au-dessus du point moins 2. Et ça vous permet de dire que votre fonction, que votre point 0, 0, il va présenter un minimum. Bon, alors ça, c'est à faire en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire quand on n'a pas trouvé autre chose. Donc, justement, j'avais commencé à faire ça et je me dis, bon, bah, ça marche pas mal. Bon, alors après, là, c'est un peu du bidouillage. Il faudrait faire ça un peu plus proprement. Mais en fait, ici, c'est beaucoup plus simple que ça. On va voir pourquoi. Je vais ici. Parce que si j'encadre tout simplement, hein, je vous rappelle, x, il est compris entre moins 2 et 2, etc. Donc, x carré sur 2, x carré va être compris entre 0 et 4. Donc, quand vous divisez par 2, tout ça, c'est compris entre 0 et 2. La racine de 4 moins x2, alors évidemment, c'est positif.
Et c'est plus petit que 2 aussi. Ça, c'est compris entre 0 et 4. Et puis votre cosinus de y, alors c'est ça qui est intéressant, y, il varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc le cosinus, il est compris entre 0 et 1. Quand mon y varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, à l'aide de toutes ces inégalités-là, je vais pouvoir encadrer f. Ça va me servir d'ailleurs pour la suite. Je m'aperçois, donc là, je fais des inégalités. Alors attention, hein, avec les inégalités, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Faut, hop, il y a le signal d'alerte qui dit attention, inégalité, on fait attention. Donc, je multiplie ces inégalités-là entre elles parce qu'elles sont positives. Donc là, j'en déduis que racine de 4 moins x2 fois cosinus de y est toujours compris entre 0 et 2. Quand je multiplie par moins, encore une fois, je fais ça du niveau collège. Hein. Moi, je ne sais pas faire autrement. Hop. Donc, moins la racine est comprise entre moins 2 et 0. Et je rajoute x carré sur 2 qui est compris entre 0 et 2. Donc là, j'ajoute des inégalités. Et du coup, j'en déduis de manière très simple que f de xy est toujours comprise entre moins 2 et 2. Voilà. Et comme j'ai trouvé que f de 0, 0 valait moins 2, j'en déduis que f présente un minimum global en 0, 0. Voilà. Et du coup, tout ce que je vous ai fait là, ça le confirmait, mais ça ne sert à rien. En plus, ça ne montre que l'existence d'un minimum local, mais certainement pas global. Pour faire du global, il faut démontrer des choses aussi catégoriques que ce qui est au-dessus. Voilà, donc on a un minimum. Donc en 0, 0, f présente un minimum global. Bon. Et maintenant, il faut regarder ce qui se passe sur la frontière. Parce qu'on ne s'est pas placé sur l'ouvert, hein, on s'est placé sur D. Donc, on sait en tous les cas que dans l'intérieur de mon rectangle, j'ai qu'un seul extrémum. Parce que j'avais qu'un seul point critique. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe sur la frontière. Alors, sur la frontière, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici 2, moins 2, etc. Pi sur 2, moins pi sur 2. Donc, si vous regardez ce qui se passe, par exemple, sur ce bord-là, donc là, je suis sur la frontière de mon rectangle, sur ce bord-là, j'ai x qui vaut 2. Bon, ben, je vais regarder ce que vaut f sur ce bord-là. J'efface ça. Donc, si je remplace x par 2, en fait, je vais regarder ce que vaut ma fonction f de 2y. Et du coup, on se ramène à une fonction à une seule variable. Ben, f de 2y, ça vaut, ben, c'est pas compliqué, ça vaut 2. Eh bien, hop, je ne fais pas mon poisson rouge, je me dis, ah tiens, j'avais démontré que f était toujours plus petite que 2. Donc, sur tout le rectangle avec sa frontière, hein, ma fonction est toujours comprise entre moins 2 et 2. Et sur cette frontière-là, ma fonction vaut 2. Et ben, ça veut dire que tous les points qui sont sur cette frontière présentent un maximum, même un maximum global. Donc, f présente un max global en le point 2y, et ça, quel que soit y. Donc là, on a les max. Et là, si vous voulez, vous êtes au-dessus d'une crête hein, horizontale, et là, vous dominez, vous êtes sur un balcon, et vous dominez toute la plaine. Bon, et en moins 2, il se passe la même chose. Hein. Si vous calculez f de moins 2y, c'est pareil, ça vaut 2. Donc, vous aurez la même chose en moins 2y. Donc ici, on est au-dessus d'une crête, et de l'autre côté, on a une symétrie, il se passe la même chose. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe sur l'autre côté du rectangle. Donc là, je fais y égale pi sur 2, et je calcule f de x pi sur 2. Bon, ben, le cosinus en pi sur 2, il vaudra 0, donc il va vous rester x carré sur 2. Et là, vous avez une fonction d'une seule variable. Donc ça veut dire que le long de ce rectangle-là, ma fonction, elle va faire une parabole. Hein. Donc ici, on est dans l'espace. Hein. Vous avez une parabole comme ça qui
qui va grimper, et votre parabole, ben, en 0, elle vaudra 0, etc. Et donc ici, cette fonction-là, elle atteint son minimum en 0, mais bon, on s'en fiche, ça ne sera pas un minimum local, parce que là, à mon avis, on va être négatif. Et on retrouve le fait qu'on a un maximum aux extrémités, là. Hein, vous avez f de 2 pi sur 2 qui vaut 2, hein, c'est normal. On revient à ça, là. Donc, mais sinon, ça fait une courbe comme ça, là, et donc là, il n'y a absolument pas de min ou de max, mis à part là. Alors, il pourrait y en avoir un ici, hein, c'est-à-dire en 0. Donc, il faut regarder peut-être ce qui se passe en f de 0 pi sur 2. Donc ça vaut 0. Mais là, c'est facile de voir que si vous baladez ici, là, non, c'est pas là. Attendez, où est-ce qu'il faut se balader, là? Si je fais x égale à 0, c'est pas top. Si, c'est ça. Si je fais x égale à 0, donc si je fais f de 0y, donc si je me balade sur ce truc-là, je trouve moins 2 cosinus y. Et ça, c'est négatif. Donc, ça veut dire que ici, vous avez 0. Quand vous vous baladez là, vous avez du x carré sur 2 qui est positif. Mais si vous vous baladez ici, vous avez négatif. Donc, 0, 0, ce n'est pas un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais pas. Donc, voilà. En tous les cas, voilà, 0. Voisinage de 0, on a f prend des valeurs à la fois positives et négatives. Donc, 0 n'est pas un minimum. Le 0 qui est là. Voilà. Donc, vous voyez le principe de ce genre d'exercice. Hein. Ça pourrait tomber à l'écrit, hein, ce type d'exercice, ça tombe beaucoup plus à l'oral. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder sur quel ensemble on est. Est-ce qu'on est sur un ouvert? Est-ce qu'on est sur un fermé? Ensuite, bien dire que la fonction est classe C1. Vous placez sur l'ouvert pour chercher les points critiques. Et après, regardez ce qui se passe sur les frontières. Et très souvent, sur les frontières, vous ramenez une fonction à une seule variable. Et là, il est facile de voir quel point cette fonction-là met un min ou un max, puisque c'est une fonction à une seule variable.